Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Allô, vous me recevez? Allô? Pourquoi ça marche pas encore? Et là c'est mieux? Un peu? Bon, vous bougez pas, je répare ça pendant le générique, on se retrouve après et je vous explique ce qui se passe. Précédemment dans Théorie du bonheur. On s'intéresse à ce qui peut influencer notre productivité, en bien ou en mal, pour en déduire des moyens de l'optimiser. Il est inévitable que je subisse les actions défavorables des autres, mais elles peuvent aussi être favorables. Comment je peux faire alors pour bénéficier au maximum des conséquences favorables, tout en évitant les conséquences défavorables? Pour parvenir à ça, il nous faut communiquer et coopérer avec les autres. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Lorsqu'on communique, on a le même problème que lorsqu'on raisonne. Il nous faut tenir compte de notre subjectivité. À vrai dire, c'est même pire, parce qu'il faut aussi tenir compte de la subjectivité des personnes avec qui on communique. Ça d'ailleurs, c'est un exercice qui fait appel à notre empathie. Et notre empathie, c'est un sujet à part. J'y dédierai un épisode entier très bientôt. Quoi qu'il en soit, qu'on émette ou qu'on reçoive de l'information, il nous faut en examiner la forme et le fond. Et aujourd'hui, je vais surtout parler de la forme. On va faire un exercice très simple. Je vais vous donner 3 numéros et je vais vous demander de bien les écouter. Vous êtes prêts? Les 3 numéros sont 70, 24 et 5. En principe, vous avez pu entendre le premier numéro bien distinctement, le second moins bien mais suffisamment pour le comprendre, et le troisième pas du tout. C'est normal, c'est parce que j'ai volontairement introduit un bruit dans le son de la vidéo. Un signal sonore qui n'avait rien à voir avec les numéros que je vous ai transmis. Il n'y en avait pas lorsque j'ai prononcé le premier, il était plus faible que le son de ma voix quand j'ai prononcé le deuxième, et bien plus fort que le son de ma voix pour le troisième. Si on appelle signal le son de ma voix, alors on peut dire que le rapport entre le signal et le bruit était élevé pour le premier numéro, médiocre pour le deuxième, et trop faible pour le troisième. Ma communication avec vous est efficace lorsque le rapport signal sur bruit est élevé. Vous n'avez alors pas besoin de faire d'efforts pour me comprendre. Vous ne pouviez pas non plus lire sur mes lèvres parce que j'ai également introduit un bruit dans le signal vidéo, le petit effet de brouillage là. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on appelle aussi ça un bruit, même si là on parle d'un signal vidéo et pas d'un signal audio. Par bruit, on ne désigne pas forcément un son, mais un signal autre que celui qu'on cherche à transmettre et qui vient le parasiter, quelle qu'en soit la nature. Et c'est précisément là où je veux en venir. Il existe une infinité de formes de bruit qui peuvent nuire à nos communications. Dans cet épisode, je vais en lister quelques-uns sur lesquels nous pouvons exercer un contrôle conscient. Parce qu'en les atténuant, nous rendons nos communications efficaces. Pour fixer la date d'une réunion, on m'a récemment envoyé un email qui ressemblait à ça. Après une pulsion de meurtre, une lecture attentive et 2 Doliprane, il s'est avéré que ce tas de boue disait simplement ceci. Et c'est comme ça qu'il aurait fallu le formuler. Tout ça là, c'est du bruit, du gras, c'est hors sujet, ça parasite le message. La seule info utile, il faut la chercher ici. Et elle est si mal formulée qu'il faut se concentrer pour la comprendre. On ne devrait pas avoir à jouer à Où est Charlie pour décrypter une communication. J'ai la flemme de chercher, je vous laisse me dire où il est en commentaire. Petit point making of, tout ce que je vous raconte dans ma vidéo est scripté. L'écriture est l'étape à laquelle je consacre le plus de temps dans la conception d'un épisode, bien plus que les schémas ou le montage. Très souvent, après avoir écrit une première version du texte, je la révise en supprimant un maximum de mots inutiles, en simplifiant les tournures de phrases et en allant à l'essentiel. Notre communication est efficace lorsqu'elle est synthétique, c'est-à-dire qu'elle ne présente que l'information qu'on souhaite transmettre, et rien de plus. Il ne vous aura pas échappé non plus que la structure du message de l'autre nouille est complètement sans dessus-dessous. La mise en forme et les couleurs à décrocher la rétine semblent avoir été appliquées au hasard, le texte est posé d'un bloc, c'est pas aéré, bref, y a rien à garder, c'est illisible. Or, notre cerveau, il aime bien la structure. Ça lui permet de savoir tout de suite où chercher les informations transmises, ça optimise le signal et nous le rend facile à comprendre. Une bonne communication, ça se prépare. Structurer et mettre en forme un message, surtout s'il est complexe, ça demande du temps et de l'effort. Mais c'est un bon investissement. Parce que les malentendus causés par une mauvaise communication peuvent vous en faire perdre beaucoup plus du temps et de l'énergie. Voici une première phrase d'un message bien orthographié.
Voici une deuxième phrase avec une faute d'orthographe. C'est pas dramatique pour la compréhension, mais ça provoque déjà une distraction pour ceux qui la remarquent. Au lieu de penser seulement au sens du message, ils vont aussi avoir une pensée parasite. Tiens, il y a une faute. Ça représente déjà un petit peu de bruit. Voici une troisième phrase, tellement mal orthographiée qu'il faut se concentrer pour la comprendre, voire se raccrocher au contexte dans les cas où la mauvaise orthographe introduit des doubles sens. Notez bien que je parle d'orthographe, mais la ponctuation aussi est importante. En plus de nuire à la lisibilité, nos fautes peuvent faire deviner à notre destinataire notre manque de rigueur, notre manque de respect ou notre inaptitude. À ce sujet, je suis pas ce qu'on appelle un grammar nazi. Je pense que les fautes d'inattention peuvent arriver à tout le monde, pour peu qu'on soit pressé par le temps, distrait, ou que l'autocorrect nous fasse des blagues. En revanche, beaucoup évoquent la complexité de la langue française pour excuser leurs fautes répétées. Certains appellent à sa simplification, ou à ne plus y prêter attention. Je suis pas linguiste, et je suis pas qualifié pour argumenter sur le pourquoi du comment la langue française est foutue comme elle est foutue. Par contre, je vois que beaucoup de personnes tiennent ce discours par complaisance. Ils voudraient qu'on écrive tous mal pour ne pas être mal vus quand eux ne font pas l'effort d'apprendre à écrire correctement. Ce qui n'est franchement pas hors de portée de quelqu'un de normalement constitué dont c'est la langue maternelle. J'ai déjà expliqué ma position quant au nivellement par le bas à la fin de l'épisode 6. J'y vois un signe de médiocrité collective et pour cette raison j'y suis personnellement opposé. Après c'est que mon avis, vous serez d'accord avec moi ou non, il y a largement matière à débat. En revanche, toute polémique à part, l'emploi d'une bonne ou d'une mauvaise orthographe a des conséquences. Si par exemple un recruteur reçoit deux candidatures quasi égales, l'une truffée de fautes, l'autre non, bien évidemment il va préférer la seconde. Derrière la première, il y a potentiellement quelqu'un de suffisamment négligent pour ne pas vérifier ou faire vérifier sa candidature. En tant qu'employeur, il ne voudra pas travailler avec, et encore moins que son entreprise soit représentée par quelqu'un de négligent. Ça c'est juste du bon sens. Donc d'un point de vue purement pragmatique, il vaut mieux écrire correctement. L'autre raison pour laquelle j'écris mes épisodes à l'avance est que ça me permet de ne pas vous distraire avec d'éventuels tics de langage. Les tics de langage, vous savez, on y est tous un peu sujet, comme le fait de dire « quand on cherche nos mots, alors qu'on pourrait très bien le faire en silence. Si je suis pas concentré sur ce que je dis, je suis capable de dire « du coup »,« donc » et « au final » 3 fois dans la même phrase sans m'en rendre compte. Un que je trouve particulièrement odieux et que j'entends beaucoup prononcer par des politiques d'ailleurs, c'est le fameux « moi je ». Moi je considère que, moi je prévois de... Non, je considère que, je prévois de. Y a aucune raison de venir coller un moi devant ça, à part l'ego surdimensionné du mec qui le prononce. Vous verrez, on entend partout celui-là. Et vous me maudirez pour vous y avoir fait prêter attention. Éliminer un tic de langage nécessite déjà que nous en prenions conscience, puis que nous comprenions pourquoi on y a recours. Pour beaucoup, par exemple, ces tics viennent de notre volonté de meubler, parce qu'intuitivement on a peur du silence lorsqu'on s'exprime. Dans ce cas, il faut nous convaincre qu'un silence est parfaitement acceptable entre deux idées, et que ça permet même d'aérer notre discours. Par la suite, il faut se reprendre à chaque fois que le tic surgit. Si on a du mal à s'en rendre compte, on peut demander à notre entourage de nous le signaler à chaque fois. C'est très pénible, mais ça nous amène progressivement à y prêter davantage attention, jusqu'au point où on peut consciemment retenir le tic. À force de pratique, on prend l'habitude de ne plus y recourir, on en est alors débarrassé. Cette méthode fonctionne aussi pour se débarrasser des tics de langage corporels. Je lutte beaucoup avec ça en ce moment, sur mes vidéos il y a plein de passages où mes mains font n'importe quoi sans raison, et souvent c'est un signe que je galère avec mon texte. Pour d'autres, ça peut se traduire par un balancement du corps de gauche à droite, par le fait de jouer avec ses cheveux, de tripoter sa montre. Je connaissais aussi quelqu'un qui finissait chacune de ses phrases avec un clin d'œil, etc. Et tout ça, c'est une autre forme de bruit qu'on peut chercher à éliminer. Comme je le disais en introduction, des formes de bruit, il en existe une infinité, dont certains sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Par exemple, j'ai aucune idée de vos conditions de visionnage de cette vidéo. Si ça se trouve, vous êtes au calme et concentré, ou bien vous êtes dans le métro et veillez à ne pas louper votre station, ou encore vous vous brossez les dents en même temps. Mais ça, c'est hors de mon contrôle. Je travaille ce sur quoi je peux avoir une influence. Il y a un autre type de bruit que je prévoyais d'aborder dans cette vidéo avant de me rendre compte que ça aurait fait un épisode beaucoup trop long. Il s'agit de notre émotion. L'impact de l'émotion dans nos communications, on va prendre notre temps pour en parler. Et c'est ce qu'on va faire au prochain épisode. C'en est fini de ce 12e épisode, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le majestueux pouce en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos, et à me laisser un petit commentaire, histoire d'améliorer mon référencement. Évidemment, rien ne vaut le bouche à oreille pour aider au développement de la chaîne, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, et qui sait, peut-être que grâce à vous, nous célébrerons le 100e abonné en même temps que les 3 mois de l'émission.
Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.